Alors, quand on m'a proposé d'écrire un texte d'introduction pour ces journées, moi j'ai reçu simplement le titre « Voix de l'enfance ». Et après coup, je n'ai pas su si c'était un singulier, parce que c'est ça qui est beau dans le mot « voix », on ne sait pas si c'est un singulier ou un pluriel. Donc, d'emblée, une question se pose, comment entendre le mot « voix » au singulier ou au pluriel? L'ambiguïté fait partie du mot, qui est dépourvu de déterminant ici, et donc du thème proposé. La voix de l'enfance est à la fois une et plurielle, parce qu'unifiée dans et par l'histoire d'une vie particulière, tout en étant composée de voix diverses, celles des proches, et tout autant celles d'êtres lointains dans l'espace et le temps, mais devenus familiers par l'évocation de leurs dires, de leurs faits et agissements, par la perception et l'interprétation des traces qu'ils ont laissées. La voix de l'enfance est toujours plurale au sein de l'unicité de chaque individu. Cette ambivalence est à sous-entendre et à maintenir ouverte tout au long du questionnement qui va suivre. Du passé, c'est mon enfance qui me fascine le plus. Elle seule, à la regarder, ne me donne pas le regret du temps aboli, car ce n'est pas l'irréversible que je découvre en elle, mais l'irréductible, tout ce qui est encore en moi par accès. Cet aveu de Roland Barthes pointe droit un caractère essentiel de ce reste qu'est l'enfance dans la vie d'un adulte. Reste qui est moins un vestige qu'un reliquat, ce qui demeure après clôture des années de son enfance révolue, parfois depuis longtemps, ce qui ne s'est pas laissé totalement consumer, dissiper, et aussi ce qui reste un dû au double sens de dette et de créance. On doit beaucoup à son enfance, en bon et en fécond, comme en blessure et en leste en tout genre. L'irréversible, en effet, n'est pas ce qui importe. Cela n'engendre que de la nostalgie, des idéalisations naïves, des fantasmes stériles. C'est l'irréductible qui compte, le tenace, le vivace, ce qui continue à travailler en sourdine au plus profond de notre mémoire, à fleur d'oubli, ce qui s'est diffusé dans notre chair, sang et nerfs, ce qui surgit à l'improviste par à-coups plus ou moins brusques, par bouffées plus ou moins fortes. C'est cela la voix de l'enfance, ses élancements, ses poussées, ses accès selon le mot de Barthes. Tout adulte est habité de tels échos. Les artistes en sont des corps particuliers de résonance. Ces voix peuvent être clandestines ou avouées, déguisées ou objectives, mais aussi déclarées soient-elles, aussi véridiques puissent-elles se vouloir ou se prétendre, elles ne sont jamais exactes. Elles subissent toujours des inflexions, des variations. L'acoustique de la mémoire est sujette à d'innombrables nuances et modulations, à des sursauts ou à des baisses d'intensité. Elle est semblable à la mélodie des distances évoquée par Thomas Tranströmer. Il y a un carrefour dans chaque instant. La mélodie des distances y afflue, s'y retrouve. Tout s'y confond en un arbre touffu, où des villes disparues scintillent dans la ramure. La mélodie des distances montée depuis l'enfance, et qui peut comporter bien des discordances, draine des sensations et des émotions disparates. Elle en appelle à tous les sens, en apostrophe parfois un davantage que les autres. Les grands cuisiniers mentionnent souvent des souvenirs de saveurs et de senteurs qui les ont marqués enfants et qui leur ont donné le goût d'exercer l'art de la cuisine. Des saveurs qu'ils réintroduisent dans certaines de leurs recettes et dont ils font parfois leur signature gustative. J'aimerais que ma cuisine ait le goût du vent, parce que le vent vient toujours d'ailleurs, déclare le chef cuisinier Olivier Rollinger, qui rêvait enfant de navigation hauturière, mais qui a converti ce rêve marin, de grand large, de lointain, en une aventure de sapidité et d'arôme, en se passionnant pour les épices du monde entier. Et il dit encore, cuisiner pour moi, c'est une autre manière de larguer les amarres et de prendre la mer. Un autre exemple côté musique. Le compositeur Arvo Pärt
raconte qu'une de ses professeurs à l'école de musique qu'il fréquentait enfant lui avait un jour donné un cahier où elle avait écrit une citation. Il n'avait pas très bien compris la phrase à l'époque, étant encore beaucoup trop jeune, et il avait ensuite perdu ce cahier. Mais il conserve un souvenir confus et néanmoins très prégnant de cette phrase qui disait en substance que le plus grand mystère de la musique est de savoir comment entrer dans un son. Part considère qu'il a reçu ce jour-là une bénédiction pour sa vie entière. Le souvenir imprécis d'une citation perdue, lui indiquant combien l'accès au secret de la musique est difficile et requiert d'écoute, d'attention, de patience et d'amour des sons, de tous les sons, de chacun d'eux, est l'un des fils conducteurs de tout son travail de composition. Et en disant ça, je pense que c'est assez valable pour beaucoup de traducteurs, cette démarche-là. Un autre exemple encore, touchant la vue cette fois, celui du peintre Simon Antaï, qui, au fil d'un parcours de création à la fois cohérent et ponctué de ruptures et de bifurcations, a découvert l'art du pliage, consistant à plier, froisser, rouler, ficeler la toile avant d'y répandre la couleur, puis de la déplier et de découvrir alors une œuvre qui mêle à la fois la maîtrise du geste, c'est-à-dire la technique du pliage, travail accompli au sol et nécessitant un très rude corps à corps avec la matière textile, et la part d'imprévu due au tissu et aux coulées irrégulières de la peinture. Cet intérêt pour le pliage et les formidables possibilités plastiques qu'il recèle n'a pas surgi de nulle part dans la vie de Antaï. Il a mûri grâce à l'observation-contemplation de tableaux de maîtres du passé, dont les primitifs Italiens représentant la Vierge de Miséricorde, vêtue d'une ample chape de drap bleu-azur doublée d'or ou modulant des tons divers, sous laquelle elle abrite des orans placés sous sa protection. Et en amont de ces rappels picturaux, levés du fond de son enfance en Hongrie, un autre souvenir se tient, profus comme un point radiant, celui des foulards, des jupes, des tabliers de sa mère lors des séances de repassage qui précédaient les jours de fête et qui lui paraissaient magiques. Quand j'étais enfant, toujours pour les fêtes, les jupes et les tabliers de ma mère, il fallait les repasser, raconte Antaï dans un documentaire que lui a consacré Jean-Michel Meurice. On les repassait et on séchait en même temps. On mettait sur le sol des rouleaux mouillés, on faisait des pliages au carreau et on commençait à rouler. Cela durait une demi-heure ou une heure et au fur et à mesure que le tissu séchait, la coloration se transformait en une toute autre matière. Le tissu devenait de plus en plus sec et de plus en plus miroité. À la fin, les résultats étaient extraordinaires. Le plus étonnant, c'est que ces tissus étaient très quelconques, des cotons colorés. Au fur et à mesure du repassage, les couleurs changeaient et devenaient une sorte de velouté brillant, comme les plus nobles tissus existant au monde. Et ma mère disait toujours que quand c'est bien fait, le travail, on peut prendre le tablier, on se regarde dedans et on se voit comme dans un miroir. Le pouvoir de réflexion de ces miroirs textiles tendus par sa mère est demeuré intense dans l'inspiration de Simon Antaï, ancrant en lui un émerveillement visuel, selon son expression, devant les capacités de métamorphose de la couleur, de la texture, de la brillance des tissus. Nous sommes agis par le passé le plus lointain, constate le poète Alain Suyède, qui ajoute que l'enfant et l'adolescent voient le non-dit, connaissent encore le tremblement du monde, refusent d'oublier l'illumination de la naissance. Ce refus d'oublier l'illumination originelle et aussi les éblouissements éprouvés au cours de l'enfance et qui alors ont pu conduire à l'enchantement autant qu'au vertige ou à l'effarement parfois, persiste tout au long de la vie d'un artiste. Ce refus n'a pas besoin de se déclarer comme tel, encore moins de se proclamer avec ostentation, car les vrais refus et résistances ne s'exhibent pas. Ils agissent dans la longue durée avec une ténacité discrète. Il n'est d'ailleurs pas toujours conscient ou pas entièrement. Lui aussi relève de l'irréductible.
mais un irréductible qui ne se manifeste pas par poussées soudaines et brèves, un irréductible qui ne s'interrompt pas parce qu'il joue en basse continue. La voix de l'enfance est accumulative, sans perdre cependant sa simplicité originaire. Plus même, cette voix possède un timbre net et vibrant, et plus elle est capable d'agréer de nouvelles inflexions susceptibles de se mettre à son diapason et ainsi de faire teinter celle-ci avec davantage de finesse et de vigueur. Dans les plis colorés et les crevés de blanc de ces grandes toiles froissées, Simon Antaï n'accueille pas seulement un souvenir saillant de son enfance lié à sa mère. Il rend aussi hommage à une pratique populaire ancienne. Il en réinvente l'art du geste. Et enfin, il accueille, recueille et s'assimile en les métamorphosant de grandes œuvres picturales du passé, en l'occurrence celles illustrant le thème de la Vierge de Miséricorde. C'est au loin, dans des arrière-plans éclatants qu'ont lieu nos épanouissements, remarquait Rilke. Tant que la voix de l'enfance, en nous, refuse de se soumettre à l'oubli, au mutisme, elle garde ouverts ces arrière-plans d'où nous venons, d'où nous allons, sans cesser de nous y tenir à contre-jour, à contre-obscur, à contre-bruissement. Elle ranime en nous un étonnement ancien qui ébranle nos habitudes, nos opinions, qui infuse de l'incertitude dans les évidences et du familier dans l'étrangeté. L'arrière-fond sur lequel se détache l'écrivain est entretissé de sons autant que d'images. Tous les sens y ont leur part, toutes les sensations et les émotions. Mais la trame en est le langage. Le grand mystère du langage qui génère la question de savoir comment entrer dans les mots. La voix de l'enfance qui parle en sourdine ou parfois crie dans celle de l'écrivain n'est pas constituée seulement de souvenirs marquants et de réminiscences flottantes, n'est pas nourrie seulement d'émoi, de sentiments, de sensations, elle est aussi et avant tout de balbutiements, de soupirs, de souffles nus. Une fêlure la traverse, montée de la très prime enfance, d'avant même la naissance. Car la parole précède l'enfant, elle l'entoure dans sa vie utérine, elle l'attend à sa naissance tout en se dérobant à lui, comme l'a souligné Françoise Dolto. Un être humain est une parole non dite entre deux êtres qui s'éloignent, et c'est la parole non dite qui prend forme d'être humain. Je cite Dolto. Nous sommes une parole densifiée, une parole absente, pas dite, qui est au-delà des sentiments qui font s'étreindre deux êtres. Un être humain est un être de parole dès l'origine, parce qu'il est parole lui-même. Un être humain in utero est parlé par ses parents, il entend la voix. Quelque chose de cet état in utero perdure chez l'écrivain. Quelque chose de cette audition interne d'une rumeur continuelle et confuse. Mais son audition, qui s'exerce au sein du bruissement de la langue, n'est pas que passive. Elle se fait écoute, et elle s'efforce de discerner les diverses voix qui composent la voix ambiante, dont l'ampleur et le ressassement sont océaniques. De découvrir des passés de sens, des tracés d'un récit en formation irrégulière, voire erratique, dans son inlassable perpétuation même. Et elle s'efforce de détecter en amont, au creux, aux confins de la voix une et multiple, à la racine de la langue, la lueur d'un silence. Un silence, un vide, un blanc. Un frêle et radical éblouissement des sens et de l'esprit. Un fugace accès à l'inatteignable de la très prime enfance, pas seulement de soi, mais de la langue, du monde, du visible et du lisible. Voilà vers quoi tend l'écrivain, et pareillement le musicien, le peintre, tout artiste en prise avec la flagrance du monde dont l'éclat apparent est doublé d'obscur, d'incertitude, d'inconnu. Maintenant, ce n'est pas ce que je peins qui compte, mais ce que je ne peins pas, c'est le blanc, déclarait Antaï à propos de sa pratique du pliage, et qualifiant ce blanc de silence rétinien, à condition de comprendre la modulation, c'est-à-dire l'essentielle musicalité, le timbre de ce silence touché par la couleur,
comme une surface d'eau traversée par une onde, précise l'historien de l'art Georges Didi Huberman. Et c'est depuis ce blanc initial remis au jour par la méthode du pliage que les tableaux de Antheil s'offrent à la vue, à la contemplation. Une pause, des tintements ténus s'égrenant sur un grand fond de silence, tel est le style Tintinabuli, inventé par Arvo Pärt, inspiré par sa longue étude de la musique du Moyen-Âge, et particulièrement du chant grégorien, et qu'il désigne comme une solitude avec le silence. J'ai découvert que tout est grand quand une seule note est magnifiquement jouée, dit-il. Cette note, qui peut être un battement silencieux, un moment de silence, me réconforte. Je travaille avec très peu d'éléments. Une seule voix avec deux voix que je construis avec des matériaux primitifs, avec la triade, avec une tonalité spécifique. Les 3 notes d'une triade sont comme des cloches et c'est pourquoi je l'appelle Tintinabuli. Le dépouillement, qui n'exclut pas la complexité de ces compositions, est tel qu'une anecdote rapporte l'étonnement des musiciens quand ils découvrirent à sa création la partition de l'œuvre intitulée Tabula Rasa qu'ils devaient jouer. Où est la musique, ont-ils demandé. Où est la peinture? Où est la musique? Où est la littérature? À fleur de blancheur, à fleur de silence, du côté de l'enfance. L'enfant, le sans-parole, son cri de douleur ne s'éteint jamais. Il résonne dans les espaces, dans les degrés, dans les rêves de la distance. Il résonne dans les strates du temps. Il brûle, écrit Alain Suyède. L'enfant, le sans-parole qui baigne dans les sons, corps poreux tout imprégné, innervé de voix qu'il ne comprend pas, mais qu'il respire, inspire et qu'il infuse dans son sang, dans sa chair, dans sa mémoire encore vierge, et en même temps très proche du fond sans fond de l'immémorial. L'enfant en gestation, le sans-parole, pétri de voix qui toujours bouge et bruit tout bas dans la mémoire oublieuse de l'écrivain, de tout adulte. L'enfant, le balbutiant, le babillant, le pauvre en mots qui soliloque au fond de nous et qui toujours remue, gémit, chantonne ou crie au fond de notre imaginaire, où il se ferait des labyrinthes au fur et à mesure où celui-ci mûrit, se charge d'images nouvelles au fil des ans. L'enfant, sa voix de vent, de pluie, de neige ou de soleil, sa voix d'outre-temps qui lance en nous des appels, lesquels sont des rappels en tension entre passé et avenir au vif du présent. L'enfant, sa voix si grêle et si pressante, qui demande consolation pour les chagrins et les effarements qu'il a soufferts, réparation pour les affronts, les déceptions, les trahisons qu'il a subies, qui demande des comptes à l'adulte oublieux des rêves héroïques qu'il avait eus, des hautes promesses qu'il s'était faites et qu'il n'a pas tenues. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. L'enfant qui se pensait petit poussé rêveur, qui se voulait saint en prière sur la terrasse, savant au fauteuil sombre, piéton de la grande route dans la rumeur des écluses couvrant ses pas, comme l'enfant des illuminations de Rimbaud, et qui ne peut plus qu'accompagner de loin ou de tout près, on ne sait trop, l'homme qu'il est devenu, enfant abandonné sur la jetée partie en haute mer, avançant par d'âpres chemins vers la fin du monde, la fin de sa jeunesse, la fin des enchantements. L'écrivain ne peut pas ne pas entendre ces sourdes et lancinantes apostrophes montées de son enfance, ni les confus appels lancés de plus lointain encore, depuis le matin du monde, alors même qu'il avance vers son couchant, depuis l'aube du langage, lui qui vient en dernier. Que les oiseaux et les sources sont loin, s'exclame l'enfant des illuminations. Écrire est un chemin ni le plus court ni le plus droit, et souvent âpre, qui peut mener vers ce lointain intime, vers ce dedans désamarré. Un chemin de traverse, follement buissonnier, pour retrouver l'enfant abandonné, ramasser les cailloux qu'il a semés, nous a jetés, et faire avec ses éclats de voix des ricochets. Tout ricochet exécuté avec attention et dextérité
dessine des lignes vibratoires et des cercles tremblés, crée du mouvement, propage des ondoiements. Comme une simple ligne tracée sur la toile blanche modifie à jamais le blanc de cette toile devenue modulant, ondulatoire, immatériellement coloré, et donc à travailler en conséquence, observait Antaï à propos de la peinture de Matisse. Percevoir là ou les voix de l'enfance et y répondre obliquement par le biais de l'art ne consiste nullement à revenir à l'enfance telle qu'elle fut, ou plutôt telle qu'elle aurait été, à une illusion d'enfance donc. Car il ne s'agit pas d'un retour, mais d'un détour et d'un rebond, de retrouvailles en temps décalé avec l'enfance qui va à nos côtés, et de faire en sorte qu'elle puisse passer devant, raviver les ombres et les lueurs, les désirs et les songes, qui remuaient dans notre regard, dans notre oui, dans notre bouche, dans tout notre corps de vivant, quand il découvrait le monde, ainsi que l'évoque Saint John Perse. Sinon l'enfance, qu'y avait-il alors qu'il n'y a plus? Et tout n'était que règne et confins de lueur, et l'ombre et la lumière étaient plus près d'être une même chose, et les hommes remuaient plus d'ombre avec une bouche plus grave, et les femmes plus de songes avec des bras plus lents. Merci beaucoup, Sylvie Germain. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous pour ces 32e assises de la traduction littéraire. Je viens d'écouter, comme vous, Sylvie Germain, avec une concentration importante. Elle qui est venue donc ouvrir nos pensées, nos réflexions, ouvrir la voie de ces 3 jours qui vont se dérouler pour nous, pour réfléchir sur ces voies de l'enfance. Vous l'avez dit, Sylvie Germain, en introduction, cette difficulté pour vous de déterminer déjà ce terme, voix qui peut être singulier ou pluriel. On est dans un contexte plutôt littéraire, d'écriture, des romanciers, des traducteurs vont se succéder pendant 3 jours. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'ouvrir à d'autres arts, à la musique, à la peinture, pour dérouler ce thème des voix de l'enfance? Qu'est-ce qui a été immédiatement à votre esprit pour élargir comme ça sur d'autres arts que celui de la littérature? La panique devant le choix en littérature. Parce que comment ne pas penser à des textes très célèbres dans les romans, que ce soit aussi bien Hugo, Dickens, et la liste n'arrêtait pas de se dérouler. Il y a tant de personnages importants. Puis je me suis dit, mais est-ce que c'est ça le sujet? De toute façon, moi, j'ai pas une formation en littérature ou en histoire de la littérature. Je me suis dit que les traducteurs en parleraient très bien selon les textes sur lesquels ils allaient s'appuyer, ou qu'un écrivain comme Agnès de Sarthe serait plus à même de parler de ça. Et ce qui m'a frappé, effectivement, ce qui m'est venu plutôt à l'esprit, c'est, de toute façon, ça concerne toute personne, on ne peut pas mettre à part seulement l'écrivain, donc tous les domaines artistiques, parce que c'est vrai, je pense que vraiment les artistes, d'une manière générale, ont un corps de résonance plus particulier, voilà. Et l'un des sens étant privilégié, j'aurais pu essayer de trouver un parfumeur, pourquoi quelqu'un devient parfumeur et un tel sens des parfums. Je suis sûre que dans son enfance, on va trouver des souvenirs comme ce fameux Simon Antaï avec les pliages des jupons de sa mère dans la Hongrie du début du XXe encore, etc. Et évidemment, me sont venus à l'esprit des artistes dont j'aime le travail ou qui me parlaient, et des artistes qui font référence justement non seulement à l'enfance, à des souvenirs importants dans l'enfance, mais qui passent par, comme je disais, un blanc, un silence, vous voyez, qui en même temps comme s'il y avait une remontée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au-delà du particulier, c'est important, on a tous une biographie bien sûr particulière, et ça a été dit dès le début, à chaque fois, c'est universel, l'enfance, et puis c'est éminemment particulier. C'est ça qui va faire l'adulte qu'on devient, pour le meilleur, pour le pire, tout ce qu'on a subi, récolté, senti enfant. Mais ce qui m'intéresse, c'est encore en amont de ça.
Voilà, moi c'est toujours plus amont, et puis peut-être l'extrême aval, voilà. Et c'est d'arriver vraiment à la source. Et bon, l'écrivain, c'est la langue, on est bien d'accord, c'est évident, c'est comment rentrer. C'est pour ça que j'aimais bien cette phrase qui avait tourmenté ce compositeur Arvo Pärt. Et comment entrer dans le mystère d'un son. Bon, ça c'est l'obsession du musicien. Je suis sûre qu'en taille, ça aurait été comment entrer dans le mystère, pour certains, la couleur, ou d'autres du blanc, ou d'autres du noir. Si on pense à Soulages, par exemple. Soulages aura passé sa vie à essayer d'entrer dans le mystère du noir, voilà. Il va outre noir. Outre noir, il y a outre blanc, outre noir, peut-être outre silence. Et en ce qui concerne l'écrivain, c'est encore autre chose, parce que cette matière de travail, c'est en même temps le langage commun. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et qu'est-ce qu'il y a aussi? On sent bien que les mots, puisque les mots ont une histoire, hein, ils ont un arbre généalogique, c'est l'étymologie, voilà, il faut remonter. Et quand on commence à écouter les mots, à les faire sonner, c'est assez... ça donne un petit peu le vertige, justement, que les traducteurs dédoublent en plus. Alors là, je ne sais plus comment ils font. Qu'ils le renforcent parfois. Vous avez évoqué cette très belle image du son in utero, comme un parallèle entre ces artistes ou ces écrivains dont vous faites partie, qui percevraient le monde finalement, et c'est ma question, comme s'ils étaient encore in utero, c'est-à-dire qu'il y a un bruissement, il faut y être attentif, parce que dans le ventre de l'enfant, du coup, c'est tout ce qu'il peut percevoir de l'extérieur. Est-ce que vous vous sentez est-ce que vous sentez proche de ce que vous avez décrit là, d'être comme in utero pour être attentif au monde et le traduire ensuite sur la page? Pendant que j'écris, certainement, je ne me pose pas la question, c'est parce que vous me la posez là, mais le moment où j'essaye de travailler, de me concentrer, concentration bizarre, parce que c'est à la fois autant une sorte d'état de rêverie le plus souple possible pour être en état un peu de porosité, justement, à ce qui peut advenir un peu d'imprévu, ce qu'on appelle bêtement l'inspiration. Et en même temps, un état un peu de tension, de vigilance pour ne pas perdre le fil, parce que tout ça s'en va très vite. Certainement aussi dans parfois l'attente de la venue de certains mots, pour essayer de traduire des images ou des impressions qui viennent ou des pensées qui viennent. Et c'est peut-être une façon, oui, d'être comme in utero, mais du monde. En tout cas, de la langue, et en un sens, oui, du monde aussi. Alors, sur cette invitation-là, et bien sûr, elle n'est pas due au hasard. Vous avez une très longue bibliographie. On vous connaît d'abord pour cette entrée en littérature qui a fait beaucoup de bruit à l'époque avec ce livre des nuits. Mais dans votre bibliographie, on peut retenir notamment L'Enfant Méduse, on peut retenir Magnus, on peut retenir Toby Desmarais, et puis plus récemment, ces petites scènes capitales. L'enfance fait partie intégrante, c'est l'un de vos personnages de prédilection finalement, et vous évoquez Agnès de Sarthe qui parlerait mieux que vous de ce sujet-là demain, ça c'est vos propos, alors que vous êtes vous-même extrêmement légitime sur ce sujet, puisque cette enfance traverse toute votre littérature. Mais elle la traverse de manière assez particulière, puisqu'on le rappelait avant que vous ne montiez sur scène, les dialogues sont très peu présents dans vos ouvrages, c'est-à-dire que les enfants sont là, et vous les faites exister, mais pas forcément à travers leur voix et leur prise de parole, mais tout autrement. Comment est-ce que vous les abordez, ces enfants-là? Sur quoi vous vous appuyez pour les faire exister autrement que par leur dialogue et par leur manière de parler? C'est vrai que je me suis rendu compte après coup, dans la plupart de mes livres, peut-être tous, un des personnages, et souvent le personnage principal, je vais l'évoquer au fur et à mesure, ça me fait remonter. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait ça avec Magnus, avec d'autres. Ça démarre dès l'enfance, peut-être. Comme je ne sais pas du tout où je vais quand je commence une histoire, c'est une façon d'essayer de comprendre d'où vient le personnage. Et on vient toujours de son enfance. Et à chaque fois, il y a une sorte de remontée comme ça vers l'enfance. De quête. Oui, et je crois aussi qu'en général, je me rends compte quand je rencontre des personnes, que les gens chez qui il n'y a plus de traces, du moins en apparence, qui ont totalement refoulé ou relégué ou qui méprisent leur part d'enfance, je n'accroche pas. Ils ne m'intéressent pas beaucoup. Quand on veut être absolument adulte, se la jouer adulte, peut-être pour ça souvent que les gens politiques sont pas... Enfin, certains sont... Je sais pas.
Il y a quelque chose, quand on veut être non, mais trop sérieux, comme si l'enfance était signe qu'on confondait un peu, infantile, voilà. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ce qui n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, il y a plusieurs mots. Hein. Infantile, effectivement, et les comportements infantiles sont insupportables. S'attarder dans une pseudo-enfance est insupportable, mais c'est plutôt ce qu'on appelle l'esprit d'enfance. Je ne vais pas aller jusqu'à en parler au sens des évangiles, mais simplement l'esprit d'enfance qu'on va trouver, je pense, chez quasiment justement tout artiste. S'il n'y avait pas toujours, ce qui ne les empêche pas d'être des gens parfois très organisés, éminemment responsables, et c'est ça qui me semble toujours important, c'est qu'il reste quelque chose, un petit peu au moins, de cette voix de l'enfance, parce que tout enfant a eu des rêves. C'est pour ça que je faisais allusion à Rimbaud. Tout enfant a des rêves, ce rêve de manière plus ou moins héroïque, qui peut être sembler dérisoire ou pas, mais vraiment, je crois, tout enfant projette quelque chose à quelque chose d'éminemment poétique, habite encore assez poétiquement le monde. Et c'est triste qu'en devenu adulte, on a absolument tout oublié, perdu, tout détruit de ça, qu'il n'y en reste plus rien, même sous forme au moins d'une nostalgie. Alors justement, avec tout ce matériau-là et cette poésie que vous avez conservée, vous, en tant qu'écrivain, comment est-ce que vous les faites exister dans vos pages? Est-ce que c'est un moment délicat pour vous quand le personnage enfant se présente dans l'action, dans le déroulement de votre roman? Est-ce qu'il y a des attitudes, des comportements auxquels vous prenez vraiment, avec lesquels vous prenez beaucoup de soin? Vous parliez tout à l'heure de ce sentiment avant la scène, de ce sentiment d'imposture. Vous aviez toujours en tête cette crainte de ne pas sonner juste quand l'enfant est présent dans vos romans et d'être imposteur en tant qu'écrivain quand vous le faites exister. Non, ça c'est si je le faisais parler. Dans les dialogues. Je fais de façon générale dans mes livres, il y a des écrivains qui excellent dans les dialogues, moi pas du tout, je ne sais pas, je ne suis pas très à l'aise. Il y a en général relativement peu ou pas de dialogue dans mes livres. Je préfère le style indirect, je suis plus à l'aise avec du style indirect. Et faire parler un enfant, ça n'a rien, je trouve, c'est pas évident. Quelques phrases de ci, de là. Mais peut-être quand je les mets en scène, c'est la voix aussi de l'enfance peut se manifester autrement que par la seule parole finalement, par le regard, par des gestes, par un comportement, aussi d'une manière d'essayer de décrire ce qu'il ressent face aux adultes. Je trouve qu'il y a des pages absolument remarquables sur l'enfance et sa manière d'être devant les adultes et la façon qu'il a d'habiter le silence et de s'étonner parfois devant quelque chose qui lui semble incompréhensible dans le comportement un peu insensé des adultes. C'est chez, une fois de plus, Rilke. Dans L'être à un jeune poète, ou dans également de très très beaux textes, les cahiers de Malte de Rilke. Dans beaucoup de ces textes, on trouve des choses remarquables sur l'enfance. Et voilà un homme qui, je pense, était resté très proche d'un enfant blessé en lui, d'un enfant hypersensible. Donc je crois qu'il y a multiples façons finalement d'évoquer l'enfance. Alors vous me demandez comment je procède, je ne peux pas vous dire parce que ce n'est pas une décision, ce n'est pas un choix que je fais, j'écris avec ce qui me vient au fur et à mesure de ces temps d'attente et de rêverie, donc je ne peux pas vous dire le comment. Mais est-ce que le sentiment d'avoir atteint la justesse, parce que j'imagine que vous arrêtez votre texte une fois qu'il a une juste tonalité à votre goût, à vous, est-ce que cette justesse-là, elle a pour juge votre corps? C'est-à-dire que est-ce que vous travaillez avec le corps, l'oreille, par rapport à votre écrit, pour vous dire, là, ça résonne juste? Est-ce qu'il y a une sensation physique à la justesse de votre écriture? Oui, il y a j'ai pas un gueuloir, mais on a tous une sorte de gueuloir au moins intérieur. Et même parfois, quand il y a des phrases qui viennent, et parfois elles sont presque trop bien, entre guillemets, je me dis non, je ne peux pas avoir écrit dans un roman 3 phrases qui se suivent et qui sonnent comme des alexandrins. Je dis non, là, il y a quand même des limites. Donc c'est dur, il faut casser. Il faut un petit peu casser le rythme. Non, mais les choses viennent, je pense que la plupart des écrivains, alors là, en tant que romancier, parce qu'un poète va en parler encore différemment,
Je parle là des romanciers. Il y a certainement des choses qui nous sont communes, et puis après, chacun a sa propre alchimie. Alors, je connais des romanciers, il faut qu'ils maîtrisent tout, ou du moins qu'ils aient l'impression d'avoir une certaine maîtrise avant. Ils ont un plan, ils ont un synopsis très développé, quitte à être surpris en chemin, bien sûr, et heureusement pour eux. Moi, je suis incapable de faire un plan, je ne sais pas du tout où je vais. Il y a d'autres écrivains comme ça, hein. On part parce que, bon, certains sont plus musiciens, on va dire, donc c'est par des sons, je ne sais trop, voilà, ils partent. Il y en a, c'est vraiment une idée. Et puis il y en a, c'est plus des images. Et je suis plus de ce côté-là. Parfois me vient, voilà, à l'imagination, une image qui s'impose, qui s'incruste, et au bout d'un moment, je devine que cette image s'est peut-être cristallisé plein de choses en elle, et pour savoir ce que c'est, que ça comporte certainement une histoire, ben je me mets à écrire, mais c'est au fur et à mesure de l'écriture que je découvre. Ce qui veut dire passer évidemment peut-être pas la même rapidité d'écriture que, enfin, j'imagine, l'écrivain qui a fait un plan, un sorte de synopsis, qui s'est donné vraiment un plan de travail, qui sait à l'avance comment ça va se dérouler, peut-être peut travailler quand il s'y met un peu plus rapidement. Moi, je passe des heures à attendre que ça vienne. Voilà. Et quand ça vient, on est content, nous, les lecteurs. Vient, voilà, c'est par bouffée, on va dire. Je voulais faire un autre lien avec Agnès de Sarthe que vous citiez en introduction. Dans Comment j'ai appris à lire d'Agnès de Sarthe, elle évoque cette inversion à son idée. Quand on dit très souvent « les paroles s'envolent, les écrits restent ». Et elle dit pas du tout. C'est tout l'inverse. Les écrits, on peut les transformer, les relire différemment. Les paroles, par contre, combien sommes-nous à avoir des paroles qui se sont fichées dans notre cœur, dans notre corps, et qui résonnent encore des années après. Les paroles s'installent et restent parfois certaines très très longtemps. C'est ce que vit dans Petite scène capitale l'une de vos deux jumelles. Il y a Christine et il y a Chantal, et une scène assez dramatique va faire que celle qui reste, Christine, après la mort de sa jumelle, ne va jamais oublier cette scène-là. Elles ont toutes les deux chuté d'une planche qui rompt sous leur poids, et la mère ne va pousser qu'un seul nom, ne va pousser comme cri qu'un seul nom, elle va s'écrier Chantal, comme si elle n'avait peur que pour l'une des deux et pas l'autre. Chantal va malheureusement succomber à ce choc, à cette blessure, et Christine reste avec, dans son cœur, dans son corps, fiché ce cri de sa mère qui n'a appelé que l'autre. J'ai inversé. Donc la deuxième, effectivement, reste, et donc elle reste avec cette scène tragique où sa mère a appelé sa sœur. En fait, c'était une troisième. Excuse, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il y a trois. Oui, il y a une fratrie. Voilà, il y a trois sœurs. Elle bascule, bon, elle tombe, et la mère fait, parce que ça m'est revenu une histoire dont on m'avait parlé. Parce que je crois que malheureusement, c'est des choses assez banales. Dans un moment qui peuvent être tragiques parfois, les parents disent toujours, et c'est vrai, en un sens, ils aiment autant tous leurs enfants. Et puis parfois, on est devant une situation absolument extrême, où vous ne savez pas ce qui s'est passé. Imaginez, il y a le feu ou quelque chose, et il est arrivé que des parents se mettent à crier le nom d'un seul de leurs enfants. Et les autres ne s'en sont jamais consolés. Et n'ont jamais parfois pardonné aux parents. Bon, on m'avait raconté une histoire un peu différente, mais vous voyez, ça... En fait, ça fait partie. C'est comme ça qu'on constitue son imaginaire. C'est des bribes d'histoire prises ici, là, qu'on transforme et tout. Et ça m'était revenu. Et effectivement, l'une des filles de cette femme, dont elle n'a pas crié son nom, elle pensait être la préférée de sa mère. Et c'est un tourment. Et ça peut aller très, très loin. On le sait, qu'une seule parole peut faire revivre. Et une seule parole peut vous massacrer. Déjà, je t'aime plus, ça tout le monde plus ou moins y passe un jour, dans un sens, dans l'autre. Et puis il y a d'autres choses encore bien plus tragiques. Parfois, il suffit d'un mot,
et vous condamnez quelqu'un, hein, dans la traîtrise, ou vous dites un nom, un mot, et vous le condamnez à mort. Donc, oui, là c'était pour illustrer donc à travers cette scène qui est vraiment le pivot de votre roman, à quel point les voix de l'enfance peuvent être celles qui émanent des enfants, mais celles aussi qu'il reçoit, lui, enfant, les voix de notre enfance qui nous ont marqués, qui ont parfois provoqué des tournants, des virages, qui nous ont brisés ou qui nous ont transportés. Et vous l'illustrez vraiment très très bien dans cet exemple-là. Une autre de vos particularités, il me semble, dans les 2 ou 3 textes que j'ai pu lire de vous, c'est l'abondance des questions liées à ce statut de l'enfance. Vos personnages enfants interrogent, questionnent beaucoup. Il y a énormément de points d'interrogation dans vos pages, et vous êtes sur cette dynamique-là du questionnement du monde permanent à travers vos personnages. Oui, ben c'est la part peut-être d'enfance d'un écrivain. Je crois que si on se posait aucune question, ou si tout nous semblait aller de soi, on n'éprouverait pas le besoin de peindre, de faire de la musique, de danser, d'écrire, et peut-être particulièrement d'écrire. C'est que on sait bien que tout a été fait. Il y a des chefs-d'œuvre étourdissants qui nous précèdent ou nous entourent. Mais si on se met à se comparer à ça ou à y penser, on ne ferait plus rien. Et si, vaille que vaille, on y retourne, hein, c'est que, voilà, il y a une insatisfaction, c'est une manière c'est pas tant de se dire, j'ai pas trouvé les réponses chez les autres, parce qu'on trouve des propositions de réponses magnifiques, hein, quand même, dans toute l'histoire de l'art, de la littérature, et de beaucoup de choses, dans la mythologie, dans les religions, on peut trouver des propositions, en tout cas des suggestions de réponses remarquables, mais c'est pas pour ça que ça nous dispense de repasser par un questionnement privé, finalement. Pour moi, écrire, que ce soit de la fiction ou des essais, c'est toujours un petit peu, oui, revenir, on va dire, à la charge, remettre le monde en question, parce que le monde ne cesse de nous questionner. Et si on s'intéresse un peu à l'actualité, parfois on a l'impression que la question, c'est presque au sens moyenâgeux, c'est-à-dire c'est presque de l'ordre de la torture mentale, hein, parce que quand on voit ce qui se passe actuellement, mais ce qui s'est finalement toujours passé, hein, simplement maintenant on voit plus les choses massivement et en temps réel ou quasi réel. Et les questions sont toujours là, aussi à vif, voilà. Elles nous occupent et elles nous guident. Des questions, il y en a peut-être parmi vous dans la salle. Sylvie Germain était très en demande de dialoguer avec les personnes dans le public. Donc si vous avez envie de réagir à ce que vous venez d'entendre, ou de faire un commentaire, une remarque, d'élargir la réflexion, je pense qu'un micro est à votre disposition pour qu'on puisse le faire circuler. Vous êtes un peu dans la pénombre. Mais on vous devine. Alors, est-ce que quelqu'un veut réagir ou interpeller Sylvie Germain sur cette première étape d'introduction sur ces voix de l'enfance? On continue dans ce cas, hein, vous nous interpellez. Moi, je voulais revenir sur Magnus, qui est vraiment un des grands livres que vous avez écrit, qui m'a profondément marqué. Quand on s'était rencontrés autour de cet ouvrage-là, j'avais apporté le livre Otto de Tommy Ungerer, cette petite album jeunesse, parce que sur la couverture, il y avait aussi un ours en peluche, il y avait aussi ce contexte de la guerre, et je me disais, tiens, peut-être qu'il y a un pont dans l'esprit et l'imaginaire de Sylvie Germain entre cet album qu'elle a pu avoir lu à des enfants et ce roman-là. J'aimerais que vous nous en parliez de ce lien-là avec cette lecture peut-être d'Otto, de Tommy Ungerer. Quelle place il a eu dans la composition de ce magnifique roman, et est-ce qu'il y a d'autres romans ou albums d'enfance qui continuent à vous guider, à vous nourrir dans votre travail d'écrivain pour adultes aujourd'hui? C'était mon propre ours qui m'est revenu à l'esprit pour ce livre. Non, le livre de Tommy Ungerer, dont j'aime beaucoup le travail d'ailleurs, je l'ai de toute façon découvert, c'était écrit beaucoup plus tard que dans mon enfance, je l'ai découvert plus tard, peut-être même après, parce que vous savez, quand vous vous mettez à travailler sur un thème, enfin pas bizarrement, on connaît tous ça, notre attention est tellement concentrée autour d'un thème qu'on est un peu sourd ou aveugle à tout ce qui ne concerne pas ce thème,
Alors, quand on est amoureux, c'est au sujet d'une personne. Et tout ce qui peut nous le rappeler, ça attire notre attention. Donc, j'étais déjà dans ce livre, peut-être quand j'ai découvert, ou j'y avais peut-être pas prêté suffisamment attention avant. C'est vrai que c'est un très beau livre, mais des livres, des histoires d'enfants avec des ours en peluche, il y en avait quand même beaucoup. Maintenant, c'est terminé, parce que l'ours en peluche, il est remplacé depuis longtemps par bien d'autres jouets. Mais la génération même encore d'avant, enfin la génération de mes parents, l'ours en peluche, pour certains, c'était un peu l'objet jouet pour une vie entière. Enfin, il faut dire que les gens gardaient, parce que c'était le jouet, le compagnon de l'enfance. Ça avait énormément d'importance. Et c'est vrai que j'ai pensé à un ours que j'ai eu quand j'étais moi-même enfant, mais en même temps, bon, ça repartait lié à la guerre. Il y en a d'autres, c'est avec une poupée. Je me souviens, c'est à peu près dire à la même époque, mais j'ai lu son livre après. Nancy Houston avait écrit un très beau roman qui s'appelait Ligne de faille. Peut-être certains l'ont lu. Et le fil conducteur était une poupée. Voilà, une poupée que retrouvait des décennies après et qui avait été un enjeu entre des sœurs, si je me souviens bien, et lié aussi à la période de la guerre. Donc ça, un jouet qui reste la seule chose à laquelle on s'accroche toute une vie en souvenir d'enfance et pour lutter contre un deuil, parce que l'occurrence, il a beaucoup de deuil à porter du fait de la guerre, comme si un jouet, parfois c'est même ça peut être un bijou, ça peut être même un bout de ficelle. Hein. Un bout de tissu. Un bout de tissu, ça peut être n'importe quoi qui devient une sorte de petit corps en tant que matière simplement, où vraiment se cristallise voilà, une mémoire fantasmée en plus. Bon, parfois ça peut être un livre aussi, hein, ça peut être n'importe quoi. Oui, ça peut être un livre qu'on rouvre des années après avec une certaine émotion, ça on l'a tous vécu. Sur vos personnages enfants, encore une fois, une particularité qui revient, en tout cas dans Magnus et dans les petites scènes capitales, c'est cette multiplicité des prénoms. Dans Petites scènes capitales, Lily a 2 prénoms, Lily Barbara. Magnus s'appelle Franz George, puis il va devenir Adam quand il vivra en Angleterre et prendre le nom Magnus pendant sa période de vie au Mexique. On a des glissements, comme si vos personnages étaient en quête d'identité, de pouvoir essayer peut-être plusieurs peaux, plusieurs voix, voix VOIE cette fois-ci. Comment est-ce que vous l'expliquez, si vous regardez votre travail à vous, cette multiplicité des prénoms et ces glissements permanents d'identité? Je ne sais pas trop. Il y a les noms qu'on nous donne, les surnoms qu'on nous donne, qui peuvent être valorisants ou au contraire parfois un peu ridiculisants. Et puis, parfois, il y a des personnes qui ont des surnoms différents selon le milieu où ils sont. Il y a le milieu familial. Toutes les personnes qui appartiennent à une fratrie ont dû avoir enfants, des surnoms, tout simplement. C'était même pas des surnoms. Souvent, les tout petits enfants ne savent pas bien prononcer leurs propres prénoms et ceux des frères et sœurs. Donc, on les déforme et parfois, ça traîne, voilà. Et ça, c'est vraiment de l'ordre du privé, où les parents donnent aussi des surnoms. Parfois, à l'école, on peut se choper un surnom plus ou moins d'ailleurs sympathique, ça dépend. Et c'est comme ça, au cours de la vie, on peut... Et en plus, les femmes, elles, autrefois, changeaient de nom. Hein. Donc, des artistes aussi prennent des... En se mariant, ou des femmes sûr. En écrivant. Ou voilà, quand on choisit, je vous dis, il y a les noms qu'on nous impose et puis les noms qu'on se choisit. Il y a des personnes aussi qui changent plusieurs fois dans une vie, hein, qui peuvent décider... De changer pour des raisons très diverses qui peuvent être... Bon, certaines, c'est parce qu'ils changent de religion carrément, donc veulent prendre un nom très différent, ou d'autres qui veulent s'enraciner dans une autre, qui rejettent une partie de leur propre histoire familiale, qui rejettent à travers un prénom des souvenirs qu'ils n'aiment pas, et qui vont essayer de s'accrocher à d'autres. Il y a plein de raisons pour ça. Alors c'est surtout finalement dans mes tout premiers romans, hein, où il y avait beaucoup de prénoms doubles, de prénoms qui se transformaient, de surnoms. Et ça, c'était un peu en souvenir de... Moi, j'ai connu ça quand j'allais chez enfants,
chez une grand-mère, c'était un milieu vraiment paysan, dans le Morvan, et il n'y avait pas une seule personne qui était appelée par son prénom, pas une seule. Tout le monde avait des surnoms. Et certains, comme c'est assez fréquent, je me souviens, moi je trouvais ça très joli. Il y avait monsieur, moi je l'appelais monsieur Framboisie, je pensais que c'était son nom, puis j'ai appris qu'on l'avait appelé Framboisie parce que son propre père avait été surnommé la framboise, tout simplement, c'était des alcooliques finis, et qui étaient couleur, effectivement, de framboise. Donc le père avait été appelé la framboise, le fils avait été appelé le Framboisie, tout ça avec l'accent du Morvan, je vous l'épargne. Bon, je sais, la dynastie s'était arrêtée là. Le vin ayant fait son effet, la dynastie s'était arrêtée là. Mais moi, je prenais ça très au sérieux. Je trouvais que c'était, en plus, que c'était beau, Framboisie. Mais toutes les personnes avaient des surnoms. Alors, en fonction d'un défaut physique ou d'un défaut de comportement ou de quelque chose, mais qui, après, passait comme une habitude. Et moi-même et mes sœurs, on n'était pas appelés par notre prénom, mais nous étions les petites filles à... Le nom de la mère ou du nom du père? Non, le nom de la grand-mère qui était du village. Ah ben non, le reste, ça ne comptait pas. C'était la grand-mère qui était du village, mais qui elle-même avait droit à son propre surnom. Donc vous voyez, moi j'étais habituée à ça, à la campagne, mais je pensais que c'était normal, que c'était courant. Et il y avait parfois beaucoup de drôlerie ou une forme de poésie, de créativité. Et ça donnait quelque chose d'assez vivace, je trouve, au lien entre les gens. Ça entretissait les liens. Après, moins dans des romans qui suivent, je joue moins avec les noms. Alors, dans Magnus, c'est un peu particulier, parce que c'est un enfant dont on ignore un peu, finalement, de son histoire. L'origine, en quête de sa propre identité. Donc, ou par survie, ou parce qu'on lui a imposé, ou lui-même en tâtonnant, va se donner, effectivement, va changer de nom. Ça dépend, bien sûr, des contextes et des histoires, mais le fait de nommer, ça a été dit dès le début, à la présentation, et ça m'a semblé important, effectivement, toujours nommer les gens. Le fait de nommer n'est jamais neutre. Ça peut même avoir des implications, et ça aussi, ça remonte à l'enfance. La première chose, un enfant, je ne sais pas ce qu'il en est dans toutes les civilisations, mais en tout cas, un enfant est pleinement accueilli dans son humanité aussi quand il est nommé. On le nomme très vite, l'enfant. Ouais. Le nom, effectivement, joue un rôle, et ce que vous évoquez me fait penser à cette tradition malgache, je crois, qui est de donner aux enfants des prénoms qui veulent dire petite brindille, petit rien du tout, petit pas grand-chose, pour qu'ils ne soient pas trop vite rappelés par Dieu. Pour les maintenir en vie et espérer qu'ils puissent vivre longtemps, on leur donne des petits noms qui attirent pas l'attention, qui sont pas lune étincelante de la rosée du matin, comme ça peut être dans d'autres civilisations, mais voilà, des petits prénoms de rien du tout pour rester discret et que l'enfant reste sur terre. Vous évoquiez Framboisie, on parlera demain après-midi de Pinocchio avec Nathalie Castagnier, et c'est Maître Cerise qui se bat avec Geppetto oui, tout à l'heure, tout de suite, c'est pas demain, c'est tout de suite, avec Nathalie Castagnier. C'est Maître Cerise qui a le nez rouge et qui est surnommé lui aussi comme votre chère Framboisie à cause de son goût pour le vin. Un tout dernier thème, et peut-être qu'entre-temps des questions auront germé parmi le public, sur le thème de la gémellité, puisque c'est quelque chose qui est aussi présent à travers votre travail. Et notamment, je l'ai évoqué tout à l'heure entre Christine et Chantal, ces enfants qui sont doubles, qui naissent en miroir. Vous évoquiez, c'est pour faire un écho à ce miroir que vous dessiniez tout à l'heure en évoquant ces artistes, ce miroir qu'ils provoquent en faisant des tableaux et des plis en miroir des œuvres de la Vierge qui avaient marqué notamment l'esprit de Simon Antaille. Il y a un jeu de miroir aussi dans vos personnages enfants, et cette gémellité qui vient dédoubler ou créer une profondeur, créer un regard en tout cas entre vos personnages enfants. Là aussi, j'ai pas de réponse. Je ne sais pas pourquoi il y a des jumeaux partout. Enfin, beaucoup de jumeaux. Dès le livre des nuits, il me semble. Dès le premier. Tous vos enfants. Mais là, ils sont tous jumeaux. Bon, et puis c'est revenu dans d'autres livres. Et en plus, je ne me rends pas compte quand j'écris. Je n'ai pas de réponse. Et là, vous me dites ça, et d'un coup, je réalise qu'un livre que j'ai remis il y a 2-3 mois chez l'éditeur, qui va sortir bientôt, il y a encore des jumeaux.
Donc, je ne sais pas. Souvent, on me demande si j'ai une... Bon, on prend mes sœurs pour mes jumelles. On a quand même à chaque fois 2 ans, 4 ans d'écart, mais on nous prend systématiquement pour des jumelles. Donc, il doit y avoir quelque chose. Et je ne sais pas, j'ai peut-être avalé une jumelle à ma naissance. Récemment, in utero. Vous avez dû voir, j'ai lu ça comme tout le monde hein, sur Google, une histoire étrange d'un père qui se retrouve être l'oncle de son fils. Parce que, enfin, je vous laisse aller sur Google, voir comment on peut être à la fois père et oncle de son fils, ou pour des mères aussi, mère et tante de son enfant. Ça veut dire qu'il y a dû y avoir, quand vous étiez in utero, vous aviez un jumeau, une jumelle, et puis vous l'avez un peu phagocyté. Mais il se rappelle à vous, quelques décennies, au moins 20 ans plus tard, et ils peuvent transmettre leur propre code génétique à l'enfant que vous... C'est assez étonnant. Bon, c'est un peu flou ce que je raconte, ma formation scientifique étant nulle, mais ça laisse rêveur. Alors là, à nouveau, sur le plan de l'imaginaire, bon, mais voilà, on fonctionne comme ça. C'est vrai que c'était à nouveau cette image in utero, où il peut se passer des choses assez étonnantes au niveau de pendant la genèse, la constitution de l'embryon, mais finalement, une fois qu'on est né, ça continue simplement dans ce monde ambiant. Hein. Il y a peut-être aussi des choses, on est tous un peu aussi cannibales à dévorer aussi de l'information, des choses, des impressions, voilà, les sensations. Et oui, peut-être l'écrivain est un peu un ogre. Ouais, c'est joli comme formule, l'écrivain est un ogre. On va se laisser dévorer en tout cas avec plaisir pendant 3 jours. Est-ce que cette fois-ci vous avez des questions ou des remarques? Oui, madame. Alors il y a peut-être un micro qui va arriver jusqu'à vous. Bonjour madame, je voudrais savoir si vous avez lu, et je crois que vous avez lu, Le Tambour de Günter Grass. Non, je dois avouer une faute énorme, je ne l'ai jamais lu. J'avais vu le film, c'est une honte. Oui, non, mais moi, je dis c'est une honte parce que pour une fois, non, peu importe, c'est parce que je suis germaniste que forcément pour moi ça s'impose. J'espère qu'on va en parler lors de ces assises, parce qu'il s'agit là d'un enfant qui tient tellement à sa voix qu'il casse toutes les vitres et tous les verres et qu'il refuse de grandir. Et je voulais avoir votre avis sur ce summum de voix d'enfance qui est tellement voix d'enfance que... Mais déjà, le refuse de muer. Non, c'est vrai que c'était un chef-d'œuvre et l'idée était géniale et le fait de refuser de grandir, mais on voit aussi les limites de ça. C'est impossible de refuser de grandir si on en a la capacité. C'est pas possible. La nature fait son travail. Donc là, on ne peut qu'être dans une sorte de presque d'imposture ou de quelque chose qui est un peu tragique. Il y a malheureusement des gens, pour raisons médicales, enfin pour des raisons, il y a des personnes qui ne peuvent jamais atteindre un âge adulte sur le plan, peut-être physiquement, oui, mais pas sur un plan psychique, intellectuel. C'est autre chose, c'est encore autre chose. Hein. C'est cet enfant éternel que peut être, voilà, une personne qu'on va dire handicapée mentale, mais c'est encore une autre forme, c'est encore autre chose que la grâce de l'enfance même s'il y a des aspects de grâce de l'enfance chez ces êtres que l'on dit attardés, mais c'est pas attardé, c'est comme s'ils avaient pris une autre voie. En revanche, là, c'était très ambigu dans le souvenir que j'ai de cet enfant qui refuse de grandir. Parce que déjà, le choix qu'il fait est presque un choix qui le rend assez adulte, assez responsable. Et on ne peut pas tricher comme ça éternellement avec ce... Ça me semble pas tenable, en fait, de dire « je ne vais pas grandir ». Le choix n'est pas tenable. Parce que le temps fait son travail et il y a une maturation qui vient. Donc, et cette grâce de l'enfance, qu'on le veuille ou non, on la perd en grande partie. Il y a une autre question juste à côté de vous. Alors, Alix Parodi, Genève. Vous avez dit que vous n'utilisiez pas de dialogue, vous préfériez le style indirect. J'allais vous demander, mais est-ce que vous avez dit que vous ne savez pas que ça vous vient, mais d'aller plus loin, parce que ça me fait penser à Nathalie Sarraute, dans l'enfance, qui, elle, s'interroge justement sur le langage de l'enfant. Et de dire, est-ce que je peux véritablement, en tant qu'adulte, retrouver mes paroles d'enfant ? Et je me demandais si c'était peut-être une manière d'esquiver cette question de l'enfant
Comment parlait-il? Comment je parlais enfant? Si vous vous souvenez d'un enfant, oui. C'est très très fort. Oui, c'est un peu ça. Je suis consciente qu'il y aurait, je vous dis, une forme, là encore, un peu de bidouillage, de tricherie, que ça ferait un petit peu factice. Il y en a qui y parviennent très bien. Peut-être justement des gens qui sont parents ou qui ont près d'eux des petits-enfants. Et donc, ils sont tellement proches encore de ça, peut-être ils y sont plus sensibles, ils peuvent le faire plus facilement sans que ça sente la tricherie. Quand on est un peu coupé de ce monde-là, avec le temps, avec l'âge, on ne retrouve pas comme ça sa voix d'enfance. C'est pour ça que moi j'ai un peu abordé ce thème de voix de l'enfance, pas de manière vraiment directe, restituer la voix telle qu'elle est parlée, la manière de parler de l'enfance, qui a tellement souvent de poésie, de créativité dans son tâtonnement, mais plutôt sur la manière dont il reçoit, dont il entend le monde. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est que justement, les enfants sont souvent dans un grand désarroi, ou ont des représentations assez poétiques du monde, parce qu'ils ne comprennent pas tous les mots, ou les formulations un peu trop élaborées. On a tous des souvenirs de confusion, parfois très drôles, parfois étranges, même de chansons. Quand on était enfant, on entendait des propos et on prenait au pied de la lettre des mots, parce que par un jeu d'homophonie, on prenait un mot pour un autre, on ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Moi, je me souviens de terreur d'enfant ou d'étonnement énorme avec certains mots confondus, parce que je n'avais pas du tout compris ce que ça voulait dire, parce que les mots sonnaient pareil, et il y avait un sens que j'ignorais complètement, et puis un autre, oui. Alors là-dessus, je peux jouer dans un livre, c'était l'enfant Méduse, pareil, elle n'a pas bien compris parfois des expressions ou des choses, et elle délire un peu avec ça. Je me contente de ça, mais c'est pas pour ça que je lui ai fait parler en langage direct, ou alors quelques mots, quelques phrases, parce que j'ai l'impression que ça sonnerait faux. Enfin, si moi je le fais, hein, c'est tout. Je suis beaucoup plus, peut-être même intéressée par comment ça se passe dans la tête d'un enfant, parce que ça, je me sens encore assez proche de ça. Mais mimer sa manière de parler, du moins si c'était sur des pages ou des pages renouvelées dans un livre, je me sens moins à l'aise avec ça. Vous le faites, mais sur des passages court. Très court, voilà, très quelques court. tirades, c'est pas totalement absent, mais le dialogue ne s'installe pas. Donc j'ai un peu esquivé, voilà ce que... Alors, Marie-Claude Auger, vous avez cité tout à l'heure Nancy Houston et Agnès de Sarthe, mais également Victor Hugo et Dickens, mais néanmoins, dans votre écriture, j'entends aussi non seulement une voix d'enfant, mais j'entends une voix de femme. Et je sens aussi une sensibilité particulière, et je me demandais si vous revendiquiez quelque chose comme une écriture qui s'apparenterait à une écriture féminine. De même que j'entends une voix de femme dans l'écriture d'Agnès de Sarthe ou de Nancy Houston. Non, mais je n'ai pas de réponse à ça. Moi, ce qui m'intéresse, je ne revendique pas du tout, vous voyez, même la féminisation du mot. Pour moi, le mot, bon, il y a le mot romancière, mais le mot auteure, le mot écrivaine, je ne les revendique pas du tout. Ça ne sonne pas très bien en plus. Et pour moi, simplement, le mot auteur ou écrivain est devenu un mot neutre. Bon. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, sans du tout rien renier de ce que je suis, bien évidemment, quand j'écris, moi ce qui m'intéresse dans l'écriture romanesque, c'est justement pouvoir mettre en scène des personnages, hommes ou femmes. Le corps de l'écrivain, au moment où il écrit, bien sûr, il reste sexué. Mais en même temps, par son imaginaire, il dépasse, pour le coup, la fameuse théorie du genre. Et on est censé être capable d'évoquer aussi bien le corps une personne très âgée, comme un enfant, donc, comme un corps amoureux, comme un corps dans la force de l'âge, un homme, une femme. Vous voyez, moi j'avoue que quand j'écris, je ne me pose absolument pas cette question. Je n'ai aucune revendication en tant que telle. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'écriture même. Maintenant, qu'après, à la lecture, des personnes soient sensibles
en bon ou en mauvais, au fait que, tiens, c'est une écriture de femme, oui, ça se peut, mais là, à la limite, c'est plus mon problème. Je parlais uniquement de la sensibilité féminine, pas du tout de la revendication féministe dans l'écriture. Mais je comprends tout à fait ce que on entend très mal. C'est en termes de sensibilité et pas de revendication. Voilà, Madame perçoit une sensibilité féminine, mais pas une revendication ou un militantisme féministe. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Ils veulent une pause avant la prochaine. Oui, je pense qu'on... Très bien. Eh bien, je vais vous remercier chaleureusement, Sylvie Germain, d'avoir ouvert nos esprits, éveillé nos curiosités sur ce sujet qui va donc être exploré pendant 3 jours. Vous remercier de votre venue. Vous allez rester un peu avec nous tout au long du week-end. Merci pour votre attention. Je vais passer la parole à Santiago qui va vous présenter le contenu des ateliers qui seront proposés tout au long du week-end. Et puis, on aura un petit temps de pause, je pense, et on se retrouvera à 17h avec Bernard Hopner, avec Nathalie Castagnier et Aline Schulman pour Gavroche d'ailleurs. À tout à l'heure. Merci.